Hop, bon allez, on change pas une équipe qui gagne. C'est parti pour le SmackDown Recap post Money in the Bank, et quand je dis on change pas une équipe qui gagne, bah non, il y a le segment de la Bloodline et il y a le reste. Un épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juillet 2023 depuis le Madison Square Garden de New York. Et c'est toujours important, Madison Square Garden, c'est la terre de prédilection de WWE. Ils ont tout fait là-bas, ils ont pas laissé d'autres compagnies de catch, je veux dire, pendant des années jusqu'à ce que Jay White sold out le Madison Square Garden. Ça c'est pour la petite info. Qui dit Madison Square Garden dit également événement historique. C'est pour ça qu'on a vu plein de clips avec plein de passages mémorables de ces 10 dernières décennies. On n'était même pas nés, qu'est-ce qui se passe? Si, peut-être certains d'entre vous, et d'ailleurs on vous salue. Et si cet épisode était aussi capital, c'est parce qu'on attendait tous les débuts de LA Knight en tant que babyface. Hein? Comment ça, un segment d'avant-show qui a pas été diffusé, c'est quoi ces conneries? Eh oui, un segment qui a été enregistré spécifiquement pour les réseaux sociaux de WWE, et LA Knight est venu s'en prendre à Hitro, qui avait commencé à chambrer la vie, New York, et les défaites des New York Knicks, ah là là. Et heureusement Kenny Greg Knight, il arrivait en tant que sauveur pour débarrasser du ring Ashante Adonis et Top Dollar, grosse réaction de la part du public. On est prêts, on est tous dans le train, on est parti, et LA Knight to the moon, ou alors tout sur la carte, ce serait déjà pas mal, mais non, là on n'a pas eu LA Knight sur tout cet épisode de SmackDown, ça a été, oui, quasiment exclusivement dédié à l'angle le plus important de WWE, la plus grande storyline de ces, je lis sur internet, les 20 dernières années, 30 dernières années, depuis l'existence, depuis la création, la Bloodline avec ce soir en prime le procès de Roman Reigns, qui je le rappelle, a été vaincu par Jey Uso lors de Money in the Bank. Le procès de Roman Reigns et tout l'angle de la Bloodline, ça va durer à peu près plus d'un tiers de tout cet épisode de SmackDown. Certains ont référencé 40 minutes uniquement dédiées à ce segment. Et en réalité, bah ils ont bien raison, puisque c'est ce qui fait le plus d'audience à la télévision, et qu'avant tout, bah la télé, on essaye de développer un maximum d'audience. Et pour déjà vous donner mon avis global sur ce segment, long segment qui se fera en deux parties, en début de show et en toute fin de show, bah oui, ils ont raison, c'était encore une fois super, du drama à fond la caisse, une affiche qui se construit, une affiche inévitable. Roman Reigns contre Jey Uso qui va certainement culminer tous les programmes qui sont en cours pour SummerSlam. D'ailleurs, si on fait un peu le point sur SummerSlam, il va y avoir beaucoup de matchs. Ah, oula! Le show va donc s'ouvrir avec Jey Uso, Jimmy Uso qui vont venir au ring pour se féliciter d'avoir battu Roman Reigns, mais maintenant l'heure est venue, après un gros accueil du public, de faire le procès du chef tribal qui les a maltraités depuis si longtemps. Alors c'est pas le chef tribal qui va se pointer tout de suite, d'abord c'est l'avocat du chef tribal, Paul Heyman, accompagné par Solo Sikoa. Paul Heyman, il va faire toute sa longue introduction, les Usos vont lui proposer gentiment de la fermer. Paul Heyman va dire personne à part le chef tribal me dit de la fermer, et là, Solo Sikoa, il met sa main sur le micro de Paul Heyman. Et là, la gueule de Paul Heyman, elle est priceless. Oula, tout le monde flippe devant Solo Sikoa, qui a l'air bien plus ambitieux qu'il n'y paraît. Il y a un gros instant de tension qui se sent dans les gradins du Madison Square Garden, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'envoyer Roman Reigns. La longue entrée, le doigt levé, New York, reconnaissez-moi comme le chef de tribu, et il y a encore des gens, hein, bien sûr, qui lèvent le doigt pour le chef tribal. Les Usos, qu'est-ce que c'est que ces conneries de procès? Personne me fait perdre mon temps comme ça. Je suis venu, je suis même pas pourquoi, s'il y a un procès à faire, c'est à moi de le diriger, et pas à quelqu'un d'autre. Et là, les Usos, bah bien sûr, ils ont préparé leur défense. Une défense qui consiste en un clip vidéo retraçant toutes les fois où Roman Reigns ces 3 dernières années s'en est pris physiquement et verbalement aux Usos. Et accessoirement aussi à Solo Sikoa et Paul Heyman. Ah bah alors, Roman Reigns, bah ça le met mal. Oui, c'est des extraits sortis de leur contexte, je suis pas un méchant garçon, je suis un père de 5 enfants, ma fille elle est backstage ce soir, qu'est-ce qu'elle va penser de son papa? Les Usos, si j'ai fait tout ça, c'est avant toute chose pour que vous ayez une place dans la Bloodline. J'ai fait ça pour vous, j'ai fait ça pour Solo. En réalité, avant vous, j'avais pas besoin de la Bloodline, j'avais déjà main eventé le WrestleMania plein de fois, j'étais déjà la top star, pourquoi j'aurais besoin de tout ça? Qu'est-ce qui t'intéresse réellement, Jey Uso? C'est d'avoir quoi? C'est d'avoir ça? Mon collier de fleurs? De devenir le chef de la table? Bah tiens, prends-le, j'en ai pas besoin. Le mec, il enlève son collier de fleurs, il a même jeté sa ceinture. La gueule de Paul Heyman au moment où Roman Reigns il jette sa ceinture. Et là, c'est totalement ouf, c'est hyper symbolique. Son collier de fleurs, il va le mettre autour de la tête de Jey Uso. Jey Uso, c'était d'ailleurs le premier qui avait introduit ce collier de fleurs il y a 3 ans au début de la rivalité entre les deux. Et finalement, Roman Reigns lui avait pris le collier et avait pris comme ça la place de tête de la table avec Afa, Sika, qui l'avait reconnu, acknowledgé. Collier de fleurs sur Jey Uso, Roman Reigns, il va plier le genou. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, il y a un gros plan sur sa tête, le mec, il y a une larme là sur son œil. Oh là là, quel acteur! Incroyable! Bah, du cinéma, ils nous disent à chaque fois, du cinéma. Et dans un moment où le temps semblait s'être arrêté, Roman Reigns a porté un low blow à Jey Uso, un coup bas, bah voilà, mais une fois de plus, c'était de la grande manipulation de la part de Roman Reigns. Jimmy Uso, il va péter un câble, il va attaquer Roman Reigns, Solo Sikoa, il met un peu de temps à réagir, mais il vient sauver l'honneur du chef tribal. Et là, Solo Sikoa, il se pose un instant, et il regarde
le collier de fleurs qui est au centre du ring. Solo Sikoa, je le disais, il a de l'ambition. Et il va tout doucement lui aussi ramasser ce collier de fleurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire le public? Bah oui, ils vont chanter « Mais le collier !» Ils veulent que Solo Sikoa, il surpasse Roman Reigns. Bah non. Là, il y a un gros échange de regards entre Roman Reigns d'un côté, Solo Sikoa de l'autre. Et finalement, la persuasion, elle se fait dans le regard. Solo Sikoa, il tend le collier de fleurs à son chef tribal. Et ensemble, ils vont aller défoncer les Usos, quoi. Il y a Jey Uso qui tente d'attaquer derrière, mais bon, ça va vite se faire calmer. La scène, c'est gros instant drama parce qu'on va attacher Jey Uso au corps. Pendant ce temps-là, Jimmy, il va se faire défoncer à coups de ceinture dans un premier temps de la part de Roman Reigns. Puis c'est Solo Sikoa qui va, cette fois-ci, réussir son splash à travers la table des commentateurs. Là, on est obligé d'évacuer Jimmy Uso. Il y a un gros drama. Tout ça, ça a duré quasiment plus d'une trentaine de minutes sur cette ouverture de SmackDown. Waouh! Ouais, bah c'était bien. Encore une fois, c'est une grande attention donnée à énormément de petits détails. La manière aussi dont les choses se développent entre Solo Sikoa et Roman Reigns sont très intéressantes. Ça peut littéralement encore prolonger le programme de plusieurs mois. Et oui, bah on était là à se dire, bah c'est peut-être la fin, SummerSlam, Jey Uso, s'il termine le chapitre, il bat Roman Reigns et puis c'est fini. Mais non, il y a Solo Sikoa qui est déjà préparé en amont. On retrouvera d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, tout ce beau monde dans le dernier segment de la soirée. Et là, les intentions seront clairement affichées. Bravo messieurs, bravo pour ce long segment. De toute façon, ça cartonne, ça marche très bien. On a tous le doigt levé, peu importe pour qui vous décidez de le lever. Et c'est ça qui est dommage dans cet épisode de SmackDown, c'est que tout le reste semble un peu dérisoire, alors que pourtant, j'ai trouvé qu'il y avait des choses pas trop mal, qui auraient peut-être mérité un peu plus de temps pour être développées. Alors peut-être pas le match entre Sheamus et Austin Theory, encore une fois pour le championnat des États-Unis. Un combat quand même d'un peu plus de 12 minutes, qui a quasiment été entièrement dominé par Sheamus, et au moment où il était peut-être sur le point de remporter la victoire, les Pretty Deadly sont intervenus. Les Brawling Brutes sont venus faire le save, et dans le dos de l'arbitre, il y a une dernière gruge qui va permettre à Austin Theory de remporter la victoire et d'emmener Sheamus dans la Hall of Zone. Et les Knights, sauve-nous, Carlito, on t'attend. Le championnat d'Austin Theory, ça fatigue grave. Je suis sincèrement triste parce que c'est peut-être plus à démontrer. Austin Theory, c'est une bête de talent, c'est une bête athlétique. Et c'est assez usant de voir que WWE a toujours recours au même stratagème scénaristique pour écrire la fin des combats d'Austin Theory. Partagez ou non cette déception, mais vivement que ça change. Il y a un truc aussi qui avait été annoncé qui était particulièrement attendu, en tout cas de mon côté, c'est Grayson Waller, qui s'est fait, on le rappelle, un peu humilié par Monsieur John Cena lors de Money in the Bank, qui pour son Grayson Waller Effect reçoit Edge, et l'accueil pour Edge, vous en doutez, il est totalement fou, c'est le combien retour de Edge, j'ai pas tout compté. Je vous laisse m'annoncer un chiffre dans les commentaires, mais je pense pas que ça soit le premier, hein. Je pense qu'il est déjà revenu en 2023, j'ai juste arrêté de compter. Grayson Waller, il va dire à Edge, ça tombe bien que tu sois là parce que t'es là pour une grande annonce, et Edge fait oui, bah une grande annonce, je sais pas trop, je suis content d'être là, je suis content d'être à New York, parce que j'ai fait mes débuts en pay-per-view à l'époque à New York, à SummerSlam 98, voilà, petit moment nostalgie, tout ça c'est très bien, et Grayson Waller il fait non, c'est pas ça que tu dois dire, c'est tu dois annoncer que bah tu prenais ta retraite. Et Edge dit bah non, c'est faux, je prends pas ma retraite, à quel moment je dois prendre ma retraite? Non, au contraire, ce soir, enfin attendez, il faut mettre l'effet, il est où? Ce soir, dans le main event, bah je t'affronterai toi Grayson Waller, parce que apparemment la compagnie elle semble compter sur toi, on te donne des gros segments, on t'a donné John Cena Money in the Bank, le truc c'est qu'on t'a toujours pas vu catcher à SmackDown, donc tu parles beaucoup, mais est-ce que dans les autres troupes tu es capable de nager ou de couler? Et bah Grayson Waller il va prouver à Edge que ce soir il va pouvoir nager, et on retrouvera tout ce beau monde dans le dernier combat de la soirée, c'est même pas le main event parce que vous vous doutez bien, il y a un segment avec la Bloodline qui arrivera après. Ce match-là, on pouvait pas y déroger parce qu'il avait été annoncé la semaine dernière et malgré la présence backstage de Vince McMahon, il y a Monsieur Khan et Triple H qui semblent lui mettre de plus en plus de gros stops pour pas que Vince interfère dans les programmes. Peut-être qu'il aurait mieux fait d'intervenir dans celui-là puisque AJ Styles contre Karrion Kross vont peut-être terminer la feud ici dans un combat totalement anecdotique d'1 minute 46 remporté par AJ Styles de manière, je peux pas dire clean, pas vraiment parce qu'il y a eu des interventions à l'extérieur du ring, d'abord par Scarlett en faveur de Karrion Kross, puis c'est Michelle Miaim qui est venu faire le save, et puis voilà quoi, 1 minute 46, victoire de AJ Styles. Ça termine un programme de 3 semaines, vous êtes sûr? On va s'arrêter là? C'est étrange. Et ça évidemment on pouvait pas y couper, on a eu un long clip pour nous présenter toute la rivalité entre Asuka et Charlotte Flair qui se sont affrontés la semaine dernière dans un combat qui aura pas donné de vainqueur puisque Bianca Belair a fini par intervenir, elle qui était bannie de ringside a finalement acheté un ticket pour être au premier rang, il y a rien qui l'empêchait d'être au premier rang. Il n'y a rien qui l'empêchait non plus de rentrer dans l'arène après cette prime malencontreusement un coup de pied d'Asuka, puisqu'elle a penché sa tête un petit peu trop près au premier rang, et il y a la sécurité, ils font quoi là? Oula, imaginez si ça avait été un spectateur qui avait été blessé. Alors on va voir un segment, il va falloir rusher les amis, même pas 2 minutes pour faire une entrée d'Asuka, il n'y a pas le temps de parler, puisque tout de suite arrive Bianca Belair, puis Charlotte Flair, puis tout le monde se bat, et qu'est-ce qui se passe finalement? C'est Yo Sky!
qui débarque avec Bayley et sa mallette. Peut-être qu'on va assister à un cash-in, pas du tout, puisque Charlotte, elle fait le save. Ça reste un gros statu quo avec 5 meufs dans le ring et 5 meufs qui sont carrément le Magic 5, la WWE. Qu'est-ce qui se passe? La division féminine, ça va péter, mais on leur a donné un tout petit segment pour nous dire voilà, les cartes elles ont été redistribuées. Il y a 5 meufs en lice pour peut-être devenir championne WWE. Et c'est particulièrement chouette. On n'a plus de temps, dernier match de la soirée, Grayson Waller contre Edge, 15 très bonnes minutes de match. Grayson Waller, non il n'y a pas à chier, c'était un vrai projet main roster du côté de NXT, j'ai pas été convaincu tout de suite. Jeune catcheur australien qui arrive à la WWE, pas avec le CV le plus glorifiant, a quand même réussi à s'adapter et à nous montrer, il avait un gros personnage, du gros charisme, et dans le ring ça marche très bien, puisqu'à côté de ses moves ultra flashy, le mec pose absolument bien le rythme, il trash talk énormément, il va répéter à Edge, alors tu penses que je peux pas nager, je suis capable de nager, là je suis en train de te faire mal, et c'est vrai que Grayson Waller il va dominer une grosse partie des débats, nous sortir plein de moves, dont une espèce de Unpreacher qui a été amené de manière un petit peu originale, porté sur Edge. En plus de ça, ça a un petit peu de sens, puisque c'était le move de Christian. Edge, il traîne jamais la patte, il est plutôt efficace dans ses comebacks, et il va finalement remporter la victoire en portant une spear à Grayson Waller, qui allait tenter son stunner. Alors c'est un stunner, attention, il part de l'extérieur du ring, il fait une roulade dans le ring, il veut finir au stunner, mais là c'était une spear de Edge qui l'accueillit. 1, 2, 3, 15 minutes, excellent combat, vraiment, très apprécié. Et la chouette note de fin de match, c'est que Edge a pris le micro et a dit à Grayson Waller, ok, il était capable de nager. Grayson Waller, il réussit mieux ses débuts dans le ring que Austin Theory. Je pense que les deux vont être comparés, hein, fatalement. J'avais malheureusement dit Grayson Waller, Austin Theory 2.0. Ça parle beaucoup maintenant, est-ce que ça peut deliver? Il y a le hit factor, pour l'instant ça se passe très bien. Il y a une défaite pour démarrer, bon, c'est Edge quand même en fait, c'est Edge. Edge, Madison Square Garden, je pense pas qu'il y ait de programmes qui vont être écrits par la suite pour SummerSlam. Et Edge, il est toujours là. Pas grave, il partira, il fera un nouveau retour. Contré, j'arrête de compter. Donc pendant le match de Edge tout à l'heure, il y a Michael Cole, il nous a annoncé que Jey Uso, il était de retour dans l'arène. Il avait accompagné Jimmy au centre des urgences les plus proches, et finalement il est de retour, et il veut une explication avec Roman Reigns. Paul Heyman, il en informe Roman Reigns, et Roman Reigns il dit bah on va pas attendre plus longtemps en direct, on part au ring, on va s'expliquer. Et là Roman Reigns il va encore une fois demander à New York s'ils veulent le reconnaître comme le chef tribal, acknowledge me, acknowledge, ok. Jey Uso finalement il va pas arriver par la rampe d'entrée, il va arriver par le public. Et là on va plus perdre de temps, Solo Sikoa il part à la castagne, et Jey Uso il parvient à le neutraliser. Jey il ramène une chaise face à face avec le chef tribal il arrive un petit peu à esquiver les balles puisqu'il y a Solo Sikoa qui revient, finalement c'est Solo Sikoa qui se fait défoncer à coups de chaise et le chef tribal bah, il a oublié sa ceinture de champion dans le ring, donc ça permet à Jey Uso de claquer une grosse pause et Roman Reigns lui dit Lâcha, c'est pas toi, c'est à moi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et vous vous doutez, la foule elle exulte, il y a Jey Uso qui tient la ceinture, le programme il peut être pas mieux annoncé pour SummerSlam. Maintenant il va falloir laisser le temps aux choses et probablement nous proposer un Jey Uso Solo Sikoa en weekly pour crédibiliser encore un petit peu plus Jey Uso. C'était encore une fois très bien pour le développement de ce programme. Je suis assez content qu'on ait laissé une place pour la division féminine parce que ça aussi ça me donne pas mal d'idées et pas mal d'envie pour la suite des opérations. Pour le reste, oui c'est assez compliqué de nager dans les eaux troubles de SmackDown quand on sait que le requin chef tribal rôde dans les parages. T'as vu, rôde alors qu'il doit nager. J'ai fait rôde comme ça. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous, merci d'avoir suivi ce SmackDown Recap, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi, et tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.